entendre Federico Di Rocco sur, après l'embryologie, donc le Chiari pédiatrique et l'évolution des concepts. Merci. Merci. Donc merci à tous, merci pour l'invitation. On va continuer, vu qu'on a vu l'anatomie et donc la formation, l'embryologie quelque part, les ox et tout le reste. On va continuer à parler de Chiari, mais bien sûr, je ne parlerai pas des ox, je vous rassure tout de suite. Donc, pas de conflit d'intérêt, mais juste préciser que quand on parle de Chiari maintenant, c'est plus de 300 papiers par an, donc en littérature. Donc, bien évidemment, je risque d'en avoir loupé certains qui vont être importants, donc certains peut-être faits par vous. Donc, je vous prie de m'excuser si je ne cite pas votre travail de cette année. Donc, dans le Chiari pédiatrique, bien sûr, on va reprendre l'historique des 4 classes décrites par Chiari. Et donc, bien sûr, les 2 premières étaient purement pédiatriques, disons, les 3 et 4 étaient purement pédiatriques. On parle de quelque chose de malformatif qui va au-delà juste des amygdales cérébelleuses. On a tout le tronc cérébral, le cervelet qui sortent avec un encéphalocèle plus ou moins important, avec une hypoplasie et des formes qui sont incompatibles avec la vie, ou en tout cas créant des séquelles majeures avec un devenir très très péjoratif dans les cas où la grossesse n'est pas interrompue. De nos jours, en France, elles sont reconnues et sont pratiquement toutes interrompues. Chiari 2, c'est encore dans principalement de la pédiatrie, quoique la prise en charge étant nettement meilleure dans les dernières vingtaines d'années par rapport à celle qu'il y avait il y a 60 ans. Maintenant, il y a des patients adultes qui sont suivis donc, avec un Chiari 2. Et on est là encore dans quelque chose de malformatif très particulier avec toute la partie du tronc, du 4e ventricule anormal associé à, bien sûr, le myéloméningocèle. Et puis, il y a, en revenant au chiarien, celui qui est plus typique dont on veut parler ici, des nouvelles classifications du Chiari 0, du Chiari 1.5, pour lequel donc, il y a énormément de discussions, mais pas vraiment de consensus. Donc, on va se focaliser vraiment sur le Chiari type 1, pédiatrique en tout cas. Et là, on voit qu'il y a déjà, à l'intérieur de cette même classe, énormément de formes différentes, avec énormément de situations différentes qui emmènent à avoir ces amygdales cérébelleuses qui sont basses. Et donc dans des situations très différentes, avec des anatomies dont on vient de parler, très différentes, avec des foramens plus ou moins larges, avec des structures qui vont être plus ou moins déplacées. Et puis donc de nos jours, chaque enfant qui a un peu mal à la tête a droit à son IRM, ce qui emmène à découvrir des amygdales basses, et du coup il se pointe à la consultation neurochirurgicale en disant j'ai un Chiari, j'ai une malformation, qu'est-ce qu'on fait? Et donc est-ce qu'on va l'opérer sur les symptômes neurologiques éventuels? Est-ce qu'on va l'opérer juste parce qu'il a mal à la tête? Est-ce qu'on l'opère parce qu'il a une syringomélie? Ou parce qu'on doit l'opérer de scoliose et on découvre dans le bilan qu'il a un Chiari? Et tous ces éléments-là, qui sont les indications en pédiatrie de prise en charge, restent encore non consensuels, avec, en fonction des séries, plus ou moins d'importance, sachant que l'indication va dépendre aussi dans le pays dans lequel on se trouve, si on est à Barcelone, si on est à New York ou si on est en France. Et donc, il n'y a pas forcément de consensus dans ces indications, et il y a encore moins de consensus sur quelle va être la meilleure technique devant le même malade, puisque, comme vous savez tous, on a des différentes possibilités de prise en charge, avec ce qu'on retrouve en littérature, des critères qui restent subjectifs en fonction du chirurgien. Et quand on regarde donc qu'est-ce qui va faire que le chirurgien va choisir une telle autre technique, ça va être les préférences du chirurgien, de la chirurgienne. Donc vous comprenez bien qu'on est loin d'être dans les sciences, mais on est encore dans quelque chose de complètement arbitraire. Donc le principe de la chirurgie, vous le connaissez très bien, c'est d'enlever une partie de l'os occipital, ouvrir l'arc postérieur qu'on a vu tout à l'heure, la plupart sous contrôle échographique pour vérifier quel va être le mouvement des amygdales cérébelleuses, quel va être le déplacement postérieur du tronc, avec les outils que vous connaissez. Donc ça, je vais rapidement passer. Et puis après, on va rentrer dans, est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on va aller jusqu'à ouvrir le feuillet externe de la dure mère? Est-ce qu'on va aller jusqu'à faire une ouverture extra-arachnoïdienne? Est-ce qu'on va faire une plastie durale? Et si on rentre dans la plastie, avec quel matériau? Est-ce qu'on prend du fascia? Est-ce qu'on prend de l'allograft? Est-ce qu'on prend autre chose? Pour essayer de recréer une pseudo-citerne, jusqu'où on se contente. Il y a énormément, évidemment, comme vous savez, de
variabilité jusqu'à aller à la résection des amygdales cérébelleuses, leur coagulation, voire un plugging de l'OBEX ou mettre un shunt pour drainer, faire passer le LCR dans l'espace périmidulaire pour permettre d'éviter tout obstacle à la circulation du LCR lié à cette malformation de charnière. Donc, pas de vrai consensus. Différentes techniques qui s'offrent à nous, et puis bien sûr toute la myriade de complications que vous connaissez liées à ces techniques, puisqu'on se retrouve devant des situations qui vont pouvoir donner des méningites, du pseudomyélingocèle, des problèmes de circulation du LCR qui vont parfois se manifester de façon beaucoup plus éclatante et beaucoup plus grave pour le patient de son état initial. Et on sait que du coup, plus on est invasif, plus on va ouvrir l'arachnoïde et aller en dedans, plus on expose aussi le patient à ces complications potentielles. Et donc du coup, on marche en arrière en se disant finalement, avec une ouverture osseuse seule, on peut parfois obtenir de très bons résultats. Et donc voilà, le patient vient et se plaint de maux de tête, on fait une ouverture osseuse simple et on va avoir une disparition des maux de tête. Après, ok, le mot de tête est subjectif. On peut avoir aussi une amélioration de l'IRM avec une régression de la syngomélie et on peut avoir aussi une normalisation de la polysomnographie. Donc, il n'y a pas que le critère subjectif du patient qui dit « j'ai plus mal à la tête parce qu'il a peur qu'on le repère ». On a vraiment des données objectives pour dire « oui, effectivement, dans certaines situations, la décompression osseuse seule va suffire et permettre à moindre risque de... c'est améliorer le patient. Et donc, quand on regarde les séries pour essayer de comprendre qui a besoin de quoi, on voit que ça va dépendre des séries. Avec pas de différence significative statistique entre je fais une duroplastie ou je vais jusqu'à aller à la tonsillectomie, et inversement, des situations dans lesquelles on est obligé de reprendre le patient parce qu'il y a récidive de symptômes, il allait bien, il y a une période de lune de miel, et puis à nouveau, aggravation, reprise de la symptomatologie, reprise chirurgicale. Et vous voyez que dans cette autre série, ceux qui ont eu des opérations qui épargnaient la dure mère, dans 50% des cas, ils ont eu besoin de retourner au bloc par rapport aux autres qui n'ont fait que dans 5% des cas. Et donc, quand on voit ce type de série, on se dit, oui, il faut ouvrir la dure mère à tout le monde pour réduire le risque. Et puis, quand on regarde celle-là, on a l'impression qu'il ne suffit pas d'ouvrir la dure mère, il faut aller jusqu'à enlever les amygdales cérébelleuses si on veut un résultat sur le long terme, en comparant. Donc, ils ont coagulé les amygdales, ils n'ont pas coagulé les amygdales, et on a des résultats différents. Mais probablement, les patients aussi étaient différents, puisque c'est la même équipe chirurgicale. Et donc, on revient sur le problème de la sélection des patients pour dire quelle va être la meilleure technique pour le patient. Et donc encore ce problème de uniformiser des chirurgies sur des patients qui ne sont probablement pas eux-mêmes uniformes. Et donc après, pour essayer d'avancer, probablement il faut changer de type de question, se dire mais quelle est vraiment l'histoire naturelle de ce chiari pédiatrique et quelle va être la physiopathologie de ce chiari pédiatrique pour savoir quelle doit être la prise en charge qu'on peut proposer aux patients. Donc, pour l'histoire naturelle, on sait que la plupart des enfants sont asymptomatiques. Et donc, on a des diagnostics de chiari pour autre chose. Ils ont eu un traumatisme crânien, on fait l'imagerie, on découvre qu'il y a un chiari, ou dans d'autres situations, même des descentes importantes. Et on sait aussi qu'il y a des différences entre l'adulte et l'enfant, avec une situation clinique nettement plus favorable chez l'enfant, où dans le suivi, la plupart restent stables quand ils sont symptomatiques, voire s'améliorent, donc quelque chose qu'on retrouve plus souvent chez l'enfant. Et même ceux qui sont symptomatiques peuvent s'améliorer. C'est les symptômes comme maux de tête et les nausées qui s'améliorent plus que les autres signes liés ou reliés au chiari. Quand on suit les patients chez qui on découvre un chiari, donc il y a quelques séries qui montrent l'histoire naturelle, là on voit que finalement il y en a très peu qui s'aggravent et qui ont besoin d'une chirurgie, mais en même temps on sait que c'est quelque chose d'évolutif, et donc on l'a vu, il y a une ossification qui continue jusqu'à 25 ans, il y a encore une anatomie qui change, et donc c'est aussi normal qu'il y ait une évolutivité, mais dans cette évolutivité, 9 fois sur 10, les patients restent asymptomatiques, même avec une syngomélie, et la syngomélie peut même s'améliorer. Donc il y a quelques cas rapportés où on a documenté donc une régression spontanée du chiari et de la syngomélie qui va avec, et donc sans besoin de gestes. En même temps, dans ces séries, on sait aussi qu'il est assez essentiel, si on décide de rien faire, d'avoir un follow-up prolongé, parce qu'inversement, donc on disait 90% restent
bien stable, mais vous voyez dans cette autre série, un patient sur 9, donc on revient à peu près 1 sur 10, qui s'est aggravé 7 ans après. Donc c'est important d'expliquer donc aux gens le besoin de suivi, et vous voyez qu'un suivi, on se revoit dans 1 an, on se revoit dans 5 ans, peut ne pas être suffisant, parce qu'il y a des détériorations qui apparaissent très longtemps, et il y a eu besoin de chirurgie. Et puis il y a toujours les cas, malheureusement, de dégradation aiguë, donc avec ce Chiari non connu, qui est découvert dans un contexte de traumatologie et de tétraplégie post-traumatique, qui répond à la chirurgie de décompression et qui du coup est bien sûr à l'histoire de chasse, mais qui fait toujours peur de dire il y a un Chiari, mais vivez normalement, puisqu'il y a théoriquement ce sur-risque de lit. Donc globalement, quelles sont les leçons qu'on peut retirer de cette histoire naturelle ? Donc, en pédiatrie, oui, c'est évolutif. C'est pas forcément qu'il y ait une maladie ni une malformation figée dans le temps. Ça peut aller en s'améliorant. La chirurgie n'est pas utile dans la plupart des cas, mais il faut un long follow-up. Et donc, évidemment, ça, c'est un élément essentiel à garder en tête quand on pose une indication. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire la chirurgie, puisque il y a quand même 9 chances sur 10 que ça reste stable dans le temps. Et ensuite, l'autre question, donc, c'est la physiopathologie, parce que là encore, ça nous montre, on connaît un peu mieux l'histoire naturelle, mais pourquoi il y a cette malformation et pourquoi les patients sont-ils différents, ou quels sont les éléments princeps qui emmènent à ce problème. Donc là, pour essayer d'avancer un peu dans cette discussion de la physiopathologie, on peut reprendre déjà le Chiari type 2. Donc on sait que là encore, c'est quelque chose d'évolutif qui commence déjà dans la vie intra-utérine, qui va continuer en postnatal. McLean avait fait une hypothèse il y a plus de 30 ans sur la perte du LCR due à l'ouverture de la placode, qui entraîne donc une mauvaise distension des ventricules, une mauvaise distension du parenchyme paraxial dont on a parlé tout à l'heure, et donc du coup cette malformation qui s'installe, et on sait qu'elle peut revenir, on peut, grâce à la chirurgie intra-utérine, donc une réparation intra-utérine va permettre de faire regresser cette herniation des amygdales cérébelleuses. On l'a vu dans le modèle animal, on le voit chez l'homme, où il y a donc, chez le fœtus la descente, la réparation et la normalisation de la croissance de la fausse poste. Donc tout ça nous montre que un des mécanismes principaux de cette hernie amygdalienne va être l'hypoplasie de la fosse postérieure en volume insuffisant avec une fuite chronique de LCR. Mais bien évidemment, ce n'est pas le mécanisme qu'on retrouve chez tous les patients avec Chiari, puisqu'on peut avoir donc, le Chiari sans cette fuite fétale de LCR, mais il y a toujours souvent un ensemble de choses qui se retrouvent en commun avec ce Chiari 2, c'est-à-dire un problème de volume, un problème de gradient de pression, donc des anomalies anatomiques associées à des anomalies dynamiques dans soit le LCR, soit le retour veineux, et puis d'autres qui ont fait l'hypothèse d'un gradient de pression lié à une moelle attachée. Donc quand on regarde ces différents éléments, donc on peut avoir donc, cette distinction entre un Chiari qui est induit par des problèmes liquidiens, par des problèmes donc, de disproportion osseuse, des malformations, ou bien quand on ne sait pas, qui reste primitif, idiopathique, vous choisissez l'adjectif que vous préférez. Donc encore des exemples pour vous expliquer. Donc oui, il y a des gradients de pression qu'on retrouve, de l'hydrocéphalie. On sait que quand il y a une dilatation ventriculaire, ça peut se transmettre au niveau de la fosse poste et aller jusqu'à abaisser les amygdales cérébelleuses, donc avoir un gradient de pression lié à des problèmes d'hydrocéphalie, liés à des anomalies de la fosse poste et des problèmes vasculaires induits. Donc différentes hypothèses, mais à la fin, le résultat est le même. On a ici un Chiari, on fait une ventriculo-cysternostomie, et le Chiari va régresser, la syngomélie va régresser. Donc encore une fois, le premier movens, la cause principale, était liée à cette hydrocéphalie, et donc une tendance de nos jours à opérer les problèmes liquidiens en premier quand ils sont individualisés. Mais on sait aussi que parfois, quand on ne le reconnaît pas en amont, ces problèmes liquidiens vont se manifester en post-opératoire, avec des problèmes d'hydrocéphalie post-décompression du foramen, avec des problèmes de fuite, de pseudolyngocèle, avec une herniation qui continue malgré la décompression. Donc ce sont les cas typiques où on ouvre la fosse postérieure et le cervelet continue à descendre, et donc on n'a pas résolu le problème du patient.
Et quand on regarde, donc là c'est une étude du groupe norvégien, Radek Frick, qui a recherché de façon systématique, par des enregistrements de la pression intracrânienne, les problèmes qu'on peut avoir chez les patients. Là, c'est une série d'adultes, mais c'est le même concept. Les anomalies de pression et gradient de pression chez les patients avec Chiari, on a retrouvé dans un nombre non négligeable, c'est un tiers des patients, des problèmes de compliance cérébrale, de mauvaise pression, qui font que ils ont chanté les patients avec, en amont et avant de faire la décompression. Donc la question, c'est est-ce qu'il faut les chanter tous? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Est-ce que finalement, ils ont moins de complications? En tout cas, ça souligne le rôle qu'ont les pulsations, les rôles qu'a la pression intracrânienne dans ce type de pathologie. Bien sûr, en pédiatrie, il y a une composante génétique aussi qui est non négligeable, avec des formes familiales, avec des formes associées à d'autres problèmes, les problèmes liés à la croissance, avec les anomalies hypophysaires et des anomalies de Chiari. Et puis, il y a aussi toute une pléthore de syndromes génétiques qui s'associent à des descentes des amygdales cérébelleuses, avec parfois syngomélie. Et pourquoi c'est important de le reconnaître? Parce qu'on a de nos jours les thérapies géniques, donc on a des traitements pour l'XLH, on a des traitements pour les mutations de PIK3CA, et donc ces médicaments vont peut-être changer l'histoire naturelle de ces pathologies et éviter les opérations chez les patients qui, encore une fois, même pour l'instant, on sait que dans 10% des cas, nécessitent une décompression du foramen. Et puis on a en pédiatrie encore les anomalies osseuses, les disproportions de la fosse crânienne postérieure. On connaît tout, donc je ne vais pas rentrer dans les détails des malformations crânio-sténoses qui peuvent entraîner une mauvaise croissance, la hernie très rapidement évolutive dans les premiers mois de vie, avec les anomalies de croissance de la base du crâne, dont on a vu qu'elles continuent jusqu'à 25 ans, mais qui s'arrêtent beaucoup plus tôt dans les cas d'anomalies de synchondrose, avec de mauvaises croissances qui vont altérer l'anatomie, vont altérer le retour veineux, et donc autant il y a le problème dans la chirurgie d'adulte de l'artère et savoir où elle est, etc., autant en pédiatrie, c'est souvent les veines qui posent problème et qu'il faut savoir, donc étudier en amont de la chirurgie. Et puis, l'autre problème de la pédiatrie qui vont être, donc, dans ces situations-là, les disproportions qui vont être induites par les dérivations avec le cercle vicieux de l'hyperdrainage qui va réduire la compliance. Donc là encore, une combinaison d'altération de la pression plus altération de la compliance osseuse qui vont entraîner un problème de croissance du crâne. Et pourquoi c'est important de le reconnaître? Parce que le traitement ne va pas être la décompression de la fosse postérieure, mais va être une décompression plus globale du crâne, parce qu'on sait qu'en décomprimant supratentoriel, ou en tout cas en décomprimant la fosse postérieure, on peut avoir une normalisation aussi au niveau du cervelet à moindre risque, puisque vous savez tous que dans ces formes-là, le retour vasculaire peut être compliqué chez ces patients. Et puis on l'a vu dans le premier exemple de l'importance de la platéblasie tout à l'heure, on a ces anomalies-là aussi osseuses, comme dans les Klippenfeld, mais quand on regarde les angles de la base du crâne, on retrouve chez les patients pédiatriques souvent des anomalies des angles. Donc vous voyez l'exemple avec la platybasie, l'angle clivo-axial pathologique. Pourquoi c'est important de la reconnaître? Parce que c'est ceux-là aussi qui vont aller moins bien et qui vont souvent avoir besoin d'une fixation, parfois même une décompression antérieure. Donc on est dans un contexte où il y a en plus l'instabilité, et vous savez tous donc les travaux de Arthur Gueul qui insistent sur le fait qu'il y a l'instabilité chez ces patients, et probablement, en tout cas dans une minorité de cas, ce mécanisme-là aussi joue un rôle important chez les patients. Et donc l'instabilité à rechercher chez ces patients, notamment quand il y a des anomalies de cette charnière d'un point de vue anatomique. Et puis quand on n'a rien de tout ça, on se retrouve peut-être dans ces formes isolées, idiopathiques dont on parlait tout à l'heure. Très brièvement, le distal tethering qui a été soulevé donc, comme section du phylum terminal, bien sûr, aucun rationnel, aucune explication scientifique, donc quelque chose à garder en tête comme à ne pas faire. Et je pense que là, au moins sur ça, il y a quand même un consensus. Donc c'est le seul élément dans l'histoire du Chiari pour lequel, en tout cas, enfin, on a un consensus. Donc énormément de mécanismes, mais tous participent à la fin chez le patient. Donc ça, c'est un patient de 25 ans avec un problème de descente des amygdales cérébelleuses, mais vous comprenez bien qu'il y a des problèmes clairement liquidiens, il y a des problèmes malformatifs, il y a des problèmes osseux. Donc tout ça a besoin d'être reconnu pour avoir donc un traitement spécifique. Et puis maintenant, reste à comprendre la stratégie dans le patient
par quoi commencer à traiter. Est-ce qu'il faut faire tous des dérivations comme l'équipe norvégienne? Est-ce qu'il faut faire autre chose? Mais en tout cas, il faut essayer de comprendre les différents items qui interviennent dans le patient pour permettre de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Donc, en conclusion, quand on regarde un peu la tendance des derniers articles, c'est essayer d'être le moins invasif possible, mais en même temps, grosse controverse et difficulté à comprendre les résultats à cause de la variabilité des cas qui sont mis dedans. Donc l'importance pour avancer, de le distinguer par sous-type pour permettre de savoir, en fonction du type principal de mécanisme, sachant que c'est souvent mélangé, quelle va être la meilleure stratégie. Et donc l'analyse préparatoire pour une uniformisation de nos séries reste essentielle. Et merci à tout le monde. Bon, pour être dense, c'était dense. Hein. Merci Federico. Donc on peut discuter. Il y a beaucoup à discuter là-dessus. Je vais peut-être ouvrir les questions. Alors, concernant l'échographie anténatale, parce que vous, les neurochirurgiens pédiatres, vous avez une certaine habitude. Pour nous, c'est relativement étranger, les adultes, du côté adulte. Mais on se demande souvent que sur le plan physiopathologique, il doit y avoir des clés dans les datas d'échographie obstétricale. On a compris, me semble-t-il, que quand il y a une malformation basse, il est possible d'identifier par échographie anténatale une anomalie de Chiari. Et qu'effectivement, quand il y a des réparations in utero, l'un des principaux intérêts serait de réduire la malformation de Chiari postnatale. Mais la question, c'est est-ce que, en dehors de ce cadre-là, est-ce que vraiment les échographistes obstétricaux voient des Chiari anténataux en dehors d'un dysgraphisme bas? Pour avoir discuté avec l'une des échographistes de la région parisienne qui faisait énormément d'échographies de détection d'anomalies névraxiques, moi j'avais cru comprendre qu'ils en voyaient quasiment jamais. Est-ce que je me trompe ou quelle est votre expérience les uns les autres ça restera. sur le diagnostic anténatal du Chiari 1 entre guillemets? Le Chiari anténatal isolé reste très très rare, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y en a 1 ou 2 cas par an, en tout cas à Lyon, par rapport au cas mensuel de Chiari associé à un défaut de fermeture du tube neural. Donc il y a énormément de différences. Après, c'est sûr que c'est un signe d'appel important quand on retrouve, de savoir si c'est associé ou pas, parce que dans le myélome méningocèle, les signes indirects, c'est-à-dire les signes, le citron et la banane, pour les nommer, sont beaucoup plus précoces et plus facilement individualisables que le défect lui-même au spinal. Donc, dans la pratique, dans le Chiari isolé, il y a une descente des amygdales cérébelleuses, mais il n'y a pas ces anomalies-là. C'est-à-dire il n'y a pas la forme en citron, parce qu'il n'y a pas la perte de la poussée cérébrale au sens large. Et donc déjà, on se retrouve dans une situation qui est un petit peu différente, mais ça existe, mais c'est beaucoup plus rare. Et ces formes-là, après, en postnatal, évoluent de façon très variable, avec certains qui régressent avec la croissance postnatale et d'autres qui continuent à être présents. Thomas, tu as une expérience aussi similaire sur le... Alors moi, j'ai jamais vu de Chiari 1 en anténatal. C'est essentiellement effectivement les myéloméningocèles, mais tu peux en avoir aussi dans des malformations qui ne sont pas des malformations d'anomalies primitives de fermeture du tube neural, dans quelques LDN saculaires assez hautes. Et là, tu peux les voir apparaître au fur et à mesure en anté, voire en postnatal. Qui sont plutôt classés dans les anomalies de disjonction, avec des formes saculaires, un fractus qui attache la moelle, et pas d'anomalie primitive de fermeture du tube neural. Mais des chiariens, j'en ai jamais vu. Et j'ai quelques chiariens d'apparition, c'est-à-dire avec, j'en ai 3, de gamins suivis en neuropédiatrie, sans aucun des critères qu'a énoncé Federico, où j'ai pu remonter dans le temps et retrouver des IRM normales. Donc l'apparition. Et j'ai 15 cas de régression spontanée. Donc on voit, qui auraient été classés
qui aurait été classé en ayant exclu craniosténose, disproportion crânioencéphalique, pas d'argument pour une hypotension intracrânienne transitoire. Donc ça pose quand même la question de le point commun à l'aptose des amygdales, comme étant un critère en soi de définition, puisque si ça peut apparaître, si ça peut régresser, c'est peut-être pas les mêmes. Mais en chiari 1 anténatal, jamais vu moi. Je te montrerai. Moi non plus. Moi, j'ai jamais vu. Je le présenterai l'année prochaine. Il n'y a rien anténatal. Et je ne sais même pas si dans la littérature, si tu en as vu, publie-le, mais il ne semble pas en avoir vu non plus dans la littérature. Donc, Et justement, pour si on considère que globalement c'est l'hypoplasie occipitale ou que c'est la forme du crâne qui est conduit à la descente tonsillaire et que cette forme de crâne elle évolue au cours de la croissance, jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut, dans un sens ou dans l'autre, s'attendre à ce qu'il y ait des modifications? En gros, à quel âge on pense que la forme du crâne est relativement définitive et qu'un chiari régressera pas derrière? Par exemple, si le problème, c'est qu'il y a 6 ans, il y a un deux chiari mais pas beaucoup de symptômes, tu le surveilles. Il n'y a pas que le crâne, il y a aussi le cervelet. C'est-à-dire que ton crâne peut être petit et le cervelet débordé. Tu bois beaucoup d'alcool et tu auras de la place pour ton cervelet. Donc il y a les deux qui interviennent. C'est quand même pas fréquent. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as vu, il y a une croissance qui continue jusqu'à 25 ans. Et du coup, à partir de là, après, tu as... Sur les 15 cas de régression, on va dire spontanée de chiari, ça peut aller jusqu'à quel âge globalement? C'est-à-dire, est-ce qu'on pense que... Je ne sais pas tout dire parce que je ne fais pas comme l'évoquait Dirocco, c'est-à-dire que moi je ne les suis pas pendant 7 ans ou 10 ans. Je vais les suivre au-delà de 5 ans, mais je ne suis pas allé jusqu'à 7 ans. Donc c'est très très faible en proportion. Mais bon, j'en ai vu. Et ce que décrivait Dirocco, qui est déjà publié, de régression spontanée de Syrinx. Donc, c'est un épiphénomène, mais ça pose la question de la physiopathe, de qu'est-ce qui fait que ça apparaît, et est-ce que c'est réellement une malformation? Parce que si c'est une malformation, on devrait les trouver toujours en anténatal, or c'est pas le cas, ou c'est exceptionnel, mais carrément. Et si c'est une malformation, on peut imaginer, mettre des hypothèses physiopathes, des mécanismes d'aggravation, d'apparition des symptômes sur la circulation de l'océan ou que sais-je, mais en tout cas, à ce moment-là, on a du mal à comprendre que ça puisse involuer. Donc on voit bien que c'est... Voilà, j'ai pas la réponse, hein. Mais effectivement, j'ai peut-être tort d'arrêter le suivi sur les asymptomatiques au-delà de 5 ans, j'arrête. Mais dans cette population-là, j'en ai de façon exceptionnelle avec des améliorations. Donc chiari même sévère, asymptomatique chez l'enfant, a priori, vous surveillez. Mais qu'est-ce que c'est sévère? Qu'est-ce que c'est un chiari sévère? Anatomiquement, si tu veux, quand tu as ces... Un chiari jusqu'à C2. Oui, quand tu as une oblitération foraminale qui est importante et en tant que neurochirurgien avec une certaine pratique, on n'est pas forcément très à l'aise. Oui. Parce que quand il y a un chiari qui est un petit chiari et qui a 0 symptôme, bon, on n'a pas trop de difficultés, mais de temps en temps, on n'est pas forcément très très à l'aise. Du coup, vous faites complément de bilan, j'imagine, avec polysomno, et puis vous les revoyez, vous les suivez. Mais vous les... symptomatique, ça nous rend plus à l'aise. Voilà. Oui, vous les revoyez jusqu'à ce qu'ils soient symptomatiques et vous les prenez en charge. Pareil pour ceux avec les symptômes. Quand ils sont asymptomatiques, on les suit, peu importe l'imagerie. Enfin, je parle de... C'est-à-dire que pour nous, le sévère est clinique et pas radiologique. C'est pour ça que c'était un peu la boutade. C'est-à-dire qu'un chiari qui descend jusqu'à C2, oui, il nous fait peur, donc on aura envie de le revoir. On ne sera pas plus rassurant que le classique. J'ai juste les amygdales un peu basses, mais plein de LCR partout. Les amygdales basses mais rondes, celles qui descendent bien en pointe, etc., sont plus inquiétantes. Mais si les bilans est rassurant, c'est un peu difficile de proposer quelque chose sur quelqu'un qui est complètement asymptomatique. Oui. Si il y en a un qui a les amygdales jusqu'en C2, voire même plus bas, qui a 0 symptôme à l'examen, qui a 8 ans, qui veut faire de la... Voilà. Est-ce que tu lui fais faire une vie normale ou est-ce que... Est-ce que c'est une vie normale Faire de la boxe, pour moi, c'est pas une vie normale. Donc, voilà. Voilà.
niveau olympiens, ils veulent tous faire du karaté ou de la boxe. Les Kiari, c'est pareil, ils veulent tous faire du rugby chez nous. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on peut considérer que ce Kiari ne pose aucun problème s'il empêche de faire le sport qu'il aurait envie de faire? Mais en quoi ça l'empêcherait? Alors, oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça la bonne réponse. C'est-à-dire que moi, souvent, je leur dis, écoutez, si vous voulez, ben, vous pouvez faire du sport, mais si vous me demandez un certificat vous autorisant à faire un sport de compétition type karaté ou autre, c'est non. Et du coup, c'est un élément de réponse assez... Une fois opéré, c'est en oui? Non, mais ça, c'est une vraie question. Non, mais voilà. C'est une vraie question. Ouais. Pourquoi c'est non? En poste ou en prêt? Les deux? En prêt, tout simplement parce que moi, j'ai pas envie d'exposer ma responsabilité face à une activité qui va amener des ennuis potentiellement. Parce qu'après, c'est sûr d'une chose, c'est qu'ils se retourneront vers toi qui a donné le feu vert pour faire cette activité. Pour faire tabasser l'enfant. Enfin, disons, il y a une probabilité. Donc c'est... Et après, la chirurgie protège et on peut faire du rugby après décompression? Non, moi je pense que c'est pareil. Je pense que je ne donnerai pas un certificat pour faire du rugby en compétition à quelqu'un qui a été opéré d'un Kiari. Je pense que... Donc du coup, voilà. Donc du coup, la chirurgie, c'est... Je considère que c'est dans restaurer une anatomie pour juger non compressible sur le bulbe et sur la moelle cervicale haute. Je ne vois pas pourquoi c'est dans le Ils ont une petite fragilité musculaire, ils ont un petit peu moins d'os à un endroit, ils ont un petit peu plus de... Quand on voit les coups... Quand on voit la fréquence du Kiari et le nombre de gens qui font quand même des sports et des roulades dans leur vie, s'il y avait un rôle... En étant honnête, je suis pas sûr qu'on ait tous vu beaucoup de Kiari qui descendraient en C2 et qui seraient asymptomatiques. C'est-à-dire que nous, parce que c'est toujours pareil, tu as ceux qui se mettent la gueule en vélo, on leur fait un scanner, derrière on dit il y a un Kiari, on fait une IRM, on nous l'envoie. Qui se plaignait de rien avant d'être tombé de vélo, il ne se plaint rien depuis. Il y a celui qui a une IRM parce qu'il a mal à la tête. C'est probablement pas un critère pour dire qu'il l'est, mais il a des symptômes. En lien ou pas. Et puis il a les vrais symptomatiques. Voilà, je pense que là, malgré tout, dès qu'ils descendent en C2 avec une syrinx à qui on a fait l'IRM juste parce qu'il se plaignait de rien, ça ne doit pas convenir rien. Ensuite, puisqu'on a un petit peu de temps là, et sans effleurer la présentation suivante, tu as parlé de l'échographie péropératoire. Alors, moi, je profite du fait qu'il y en ait un certain nombre ici là, qui pratiquent ou ont pratiqué l'échographie pour poser la question des critères sur l'échographie péropératoire. Parce que, comme tout le monde, on en a fait un petit peu, et puis on a un petit peu laissé tomber. Moi, j'avais l'impression que tant que la durma n'était pas ouverte, il y avait une pulsatilité qui était forte et qui était belle, qui était systolo-diastolique, et que par contre le régime il changeait qu'à partir du moment où on ouvrait la durmère et qu'après les amygdales respiraient. C'est le seul critère, mais c'est un critère qui est avant ou après ouverture. Donc, pour ceux qui se baseraient éventuellement sur l'échographie pour décider d'ouvrir ou non, mais peut-être que c'est la présentation suivante, c'est quoi vos critères? Oui. Ok, on discutera après, d'accord. Autre question pour Federico. Oui, les formes génétiques que tu as évoquées, tu passes un peu rapidement comme si on connaissait tous ça très très bien, mais il y a deux mots à transmettre quand même un petit peu là-dessus. Les mots à transmettre sont que, encore, c'est une source, ce sont des maladies rares, mais ça reste une source quand même très intéressante. Alors, le XLH, généralement, c'est rare de passer à côté parce que c'est des patients qui ont des manifestations au niveau des os longs. C'est des patients qui ont été connus, qui ont vu un bicêtre au centre de référence, qui ont un historique, qui ont eu des problèmes dentaires et autre chose. Donc, quand ils arrivent avec un Chiari, c'est plutôt vers les 12-13 ans. Donc, ils ont un passé de plusieurs années de maladies rares. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils répondent très bien à l'ouverture purement osseuse, même si l'image peut ne pas être jolie, même s'il y a une syngomélie, etc. La décompression purement osseuse fonctionne très bien. Et l'autre élément, c'est qu'ils font parfois un peu plus le sang un peu plus hémorragique, parce qu'il a sa pathologie inhérente au métabolisme phosphocalcique. Celle qui est beaucoup plus intéressante, même si elle est plus rare, c'est l'MCAP,
Parce que c'est des patients qui ont un hémigigantisme, qui peut avoir du coup une seule amygdale qui descend, mais qui associe aussi des troubles liquidiens, qui ont un risque accru d'hémorragie. Donc c'est quelque chose où on sait que ce sont des chirurgies beaucoup plus risquées. Et aussi dont les signes cliniques peuvent être un peu plus subtils, parce que normalement ils ont un hémangiome capillaire dans la petite enfance, mais qui a tendance à disparaître. Et du coup, quand on les voit plus tard à 8-9 ans, ben, on peut ne pas avoir tous les signes extérieurs du syndrome et donc un peu passer à côté. Là où c'est intéressant, donc l'élément pour le chirurgien, c'est le côté hémorragique. Donc nous, on suit un maintenant qui est la fille, elle a 14 ans et elle était opérée par des gens bien. Donc, pour ne pas le citer, c'était Chazal, qui connaissait quand même bien son sujet, qui allait à la chirurgie et qui a interrompu parce que c'était quand elle avait 2 ans. Et c'était trop hémorragique, il a préféré arrêter. Et donc, quand elle est revenue à 14 ans avec syngomélie évolutive, syngobulbie, on parle de chirurgie, les parents paniquaient en disant, attendez, il y a 10 ans, elle a failli mourir, on nous a dit, il ne faut surtout pas la toucher, pourquoi vous voulez la toucher? Donc voilà, il y a cette implication pour le chirurgien, donc c'est important de reconnaître le syndrome en dessous. Et puis, il y a toute la partie qui est intéressante, parce que c'est des mutations qui peuvent être en mosaïque. Et donc, là encore, il y a un degré d'expression variable en fonction du tissu, qui peut participer à changer un peu le phénotype du patient et les risques associés. Voilà. Je vais vous poser une question. Moi, je suis un peu l'intrus, je suis chirurgien orthopédiste, donc nobody's perfect. Donc, je vais vous poser une question plus vers ma spécialité. Vous avez évoqué le Chiari et la scoliose. Oui. On est d'accord qu'on opère un Chiari si on découvre une cavité syringomyélique? Ben là, c'est discuté. C'est discuté parce qu'il y a eu au niveau de la communauté pédiatrique les 2 écoles, c'est-à-dire on fait fi du Chiari, on laisse traiter la scoliose et puis voilà, et on verra. Et puis ceux qui disent non, il vaut mieux opérer en préventif, ne serait-ce que parce que le suivi post-IRM peut être compliqué et que du coup il vaut mieux opérer en amont pour être tranquille. Parce qu'on aura du mal à suivre le patient d'un point de vue radiologique une fois qu'il aura été fixé. Oui, d'accord. Donc après, c'est une question c'est pas encore tranché. Il y a encore les 2. Voilà, très probablement, c'est pas aussi indispensable qu'on a cru à une certaine époque. Mais en même temps, il y a le côté donc du coup pratique de dire oui, mais comment on suit un enfant ostéosynthésé, c'est pour au niveau de sa réaction. Et il y avait aussi l'idée qu'on avait plus de risques neurologiques. Oui, mais justement, mais ça c'est un peu revenu lors de la correction de la scoliose. Mais ça c'était le principe derrière, mais ça il y a beaucoup de non, il y a eu la société de neurochirurgie pédiatrique fait ce qu'on appelle des réunions de clash entre les partisans des 2 groupes et c'était vraiment pas tranché sur il faut opérer systématiquement, non il faut faire au cas par cas. D'accord. Donc c'est pas si évident que ça. Et si vous opérez le Chiari avant, combien de temps vous attendez pour opérer la scoliose? Ben, ça dépend si c'est un Chiari avec une syngomélie. Ben, on se donne un peu de temps pour voir un peu l'évolution sur la syngomélie. Parce que le problème, ça dépend aussi de quel type de chirurgie. Oui, à peu près. Mais après, ça dépend de quel type de chirurgie on fait aussi. Parce qu'après, on rouvre la porte de Chiari syngomélie. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais jusqu'au shunt? Est-ce que je fais juste une décompression osseuse? Si on fait moins on est invasif, plus il faut attendre pour voir qu'il y ait un effet. D'accord. Merci. Ok, merci beaucoup.